On a vu dans le prologue certains pièges de la modélisation mathématique et qu'il sera utile de disposer d'un outil qui s'attache à les éviter autant que possible en contrôlant entre autres les risques de perte d'informations ou d'incohérence. On en arrive maintenant au modèle lui-même ou au comment. Cette vidéo est, avec le préambule et le prologue, la dernière de la série entre guillemets marathon. C'est un survol du modèle de bout en bout, le sommaire des vidéos détaillées à venir. On y dresse un tableau synoptique du modèle d'univers fluide et de l'intuition éventuelle qu'on peut s'en faire. Il s'agit, on l'a vu brièvement, d'unifier deux modèles, quantifié et continu, sans pour autant en faire une chimère, c'est-à-dire une simple concaténation sans aucune factorisation des propriétés. L'objectif est de soulever des interrogations sur ces hypothèses, et chaque point sera ensuite détaillé et expliqué dans les vidéos à venir. La géométrie inertielle, ou modèle fluide, repose, comme son nom l'indique, sur l'hypothèse suivante. L'univers peut se modéliser comme un fluide inertiel. Comment expliquer les observations de la physique à partir d'un fluide ? On a ici deux concepts qui peuvent être familiers pour certains ou au contraire flous pour d'autres. Comme indiqué en introduction, j'appellerai ce fluide inertiel EA. On va imaginer qu'on tente d'expliquer tout cela à quelqu'un, et on va l'appeler le système, qui est entre guillemets candide, éventuellement à dessein, et à qui il faut donc tout apprendre. En quelque sorte, on doit créer une boîte à outils, où on doit rédiger un dictionnaire de définition, en utilisant uniquement des mots connus, donc des mots déjà préalablement définis dans ce dictionnaire. Imaginez que vous vouliez définir un concept à l'aide d'un dictionnaire, et le terme recherché est expliqué avec d'autres termes, que vous allez chercher à leur tour. On a vite fait de tourner en rond, et de retomber sur des mots qu'on voulait originellement définir. Le système s'assure qu'il n'y a pas de cycle, quelle que soit la taille de la base de données, donc du modèle. Mais on voit qu'on a un problème de poule et d'œuf, ou, en termes plus informatiques, un problème de bootstrap et de BIOS. On ne peut rien apprendre au système s'il n'a pas déjà un bagage de base. On commence ici à comprendre pourquoi en géométrie inertielle, on choisit parfois de résoudre les problèmes récursivement, comme on le verra en détail plus tard lorsqu'on sera à nouveau confronté à un problème de dépendance cyclique. Ici, la solution simple est d'avoir quelques termes qu'il est quasi inutile de définir, car ils correspondent aux connaissances de base que vous maîtrisez par essence en tant qu'humain, ou en tant que système. C'est l'équivalent en informatique de ce qu'on appelle l'API, interface de programmation d'application. Par exemple, pour un humain, pour l'intuition en matière de fluide, on proposera d'observer le comportement de l'eau, et pour la définition de l'inertie, d'observer ce qui s'oppose à la variation de vitesse ou le comportement d'un objet qui possède plus ou moins d'inertie. De la même manière, le système, lui, dispose d'une capacité de simulation fluide et de corps solide, c'est le b.a.-ba du développeur de moteurs de jeu, le socle commun de l'imagination humaine de phénomènes physiques à l'échelle macroscopique et de ce qui se rapproche le plus d'un point de vue informatique. Plus exactement, ce que l'on considère connu tant par le système que par l'audience de ces vidéos sont les opérations de base, addition, multiplication, et les notions telles que position, distance. On a schématisé ici par exemple la définition des notions de distance et de durée, notions secondaires définies à partir des notions primaires de l'API. La liste à droite est un échantillon de questions, vous ajoutez « C'est quoi ?» devant chaque mot, et le système vous donne soit des réponses, soit des questions sur ce qui reste à définir. On peut vaguement imaginer ce système comme un ensemble de détectives ou d'agents de recherche partant sur des pistes diverses, des variantes du modèle, et on confronte ensuite leurs résultats aux observations pour favoriser les agents les plus prometteurs. On verra dans une vidéo ultérieure le fonctionnement détaillé de ce système, et c'est un bon prétexte pour parler de l'outil essentiel de tout informaticien qui se respecte, la to-do list, petite liste des choses à faire classées par urgence et qui formera le sommaire des chapitres détaillés à venir. En réalité, on va créer deux listes, la seconde pourrait s'appeler Fix Me List, autrement dit liste des points critiques, voire des fausses pistes volontaires, mais on va y revenir un peu plus tard. Les premières vidéos détailleront les fondements de la géométrie inertielle et les symboles utilisés. Désolé pour les francophiles, mais on utilisera massivement des termes anglais tels que wedge, star, all, any, undefined, la majorité des symboles et concepts étant empruntés au langage de programmation TypeScript. On s'attardera longuement sur des notions de type et d'interface qui sont au cœur de la géométrie inertielle.
Le point de départ de la géométrie inertielle est l'algèbre géométrique, ou algèbre de Clifford, mais on verra qu'on y apportera quelques modifications, et le point d'arrivée sera plus proche du langage TypeScript que de la notion usuelle de géométrie. Mais de toute manière, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler ni d'algèbre de Clifford ni de TypeScript, on reprendra tout de zéro, et la compréhension d'une grande part des concepts pourra simplement être illustrée géométriquement à l'aide du logiciel de dessin Inkscape. On ne va pas se cacher que les informaticiens seront un tantinet avantagés, mais je le rappelle, comme je l'ai déjà mentionné en préambule, vous n'êtes pas tenu de savoir peindre pour apprécier un tableau. Donc ceux qui aiment les formules regardent les formules, et ceux qui n'en veulent pas peuvent écouter, se concentrer sur les discours qualitatifs et intuitifs, les petits dessins valant souvent mieux qu'une longue portion de code. On peut voir le modèle fluide comme une théorie du retournement, au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré, parce qu'on va devoir littéralement retourner la physique et la géométrie traditionnelle, et au sens propre parce que l'étude de la turbulence peut, en première approche, se résumer à l'étude du retournement de mouvements fluides. Au sens figuré, on a déjà à ce sujet évoqué la non-commutativité, mais dans un autre ordre d'idées, le principe revient par exemple à remplacer la notion de vide par un milieu fluide, siège de turbulence et d'onde. Si vous n'avez jamais entendu parler de vide quantique, tant mieux, vous n'aurez pas d'a priori, et il vous semblera tout à fait logique que si on parle d'une onde ou d'une turbulence, c'est qu'il existe un support pour celle-ci. Il ne faut pas confondre le modèle fluide, sujet des vidéos à venir, avec d'autres modèles basés sur un fluide, tels que, historiquement, celui de l'éther, ou, dans des versions plus récentes, les modèles à fluide sombre. Tous ces modèles sont en général basés sur un fluide dans lequel baigne la matière. Dans le modèle proposé par Paul Gangloff, ce qu'on appelle la matière, ou même la lumière, autrement dit les particules de type photon, émerge en tant que dynamique du fluide. De manière très vulgarisée mais assez intuitive, si vous créez une turbulence au sein de Léa, vous avez à peu près ce qu'on pourrait définir comme le concept d'une particule de la physique traditionnelle. Mais il faut garder à l'esprit que définie de cette manière, cette turbulence ou matière n'est pas un objet distinct qui baigne dans le fluide, il est lui-même formé du fluide qui l'environne, ce qui nous permettra de donner une explication alternative aux notions de la physique traditionnelle telles que vide quantique et matière noire. Le souci est que certaines de ces notions usuelles de la physique traditionnelle vont se retrouver mélangées et ne serviront que comme indication pour expliquer à peu près aux physiciens traditionnels où on se situe par rapport à leur modèle. Pour éviter les conflits de nommage, on sera parfois amené à inventer de nouveaux termes, par exemple l'unique particule du modèle fluide aura pronom vorton, dénomination qui laisse présager son lien avec la vorticité, une propriété de Léa. À notre échelle, l'intuition la plus simple et la plus explicite sera donnée par la théorie de la turbulence. L'intuition vous dit que par définition, une onde est une variation des propriétés d'un milieu. On remarque aussi que les notions d'onde et de turbulence corpusculaire sont définies de manière relative, puisqu'il suffit de suivre un vorton en rotation dans son déplacement pour se retrouver avec la définition d'une onde et réciproquement. Le modèle fluide inclut de ce fait automatiquement la complémentarité onde-corpuscule. Selon le point de vue relatif adopté, ça peut être l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre. Comme on l'a mentionné en prologue, on ne va pas jeter tout l'existant, puisque la physique traditionnelle propose déjà des formules et fournit des résultats compatibles avec les expériences. Par exemple, les formules de l'électrodynamique quantique fournissent les résultats les plus précis à ce jour pour des expériences données. Il est donc évident que les formules doivent être compatibles. On va en quelque sorte ajouter des boîtes autour des formules existantes. Dans l'exemple de retournement au sens du vide qui devient plein, ou plutôt devrait-on dire de la relativité qui devient une forme d'absolutivité, on ajoute une couche aux formules existantes. Pour donner un exemple caricatural mais intuitif, imaginez que le milieu dont on parle soit une étendue d'eau, bol, piscine, lac, océan, simulateur de fluide, comme vous préférez, à la surface de laquelle il y a des vagues. C'est comme si le physicien relativiste parlait de la hauteur des vagues par rapport à la hauteur moyenne, ce qui lui permet de s'abstraire dans ses équations de la mention explicite au support, c'est-à-dire le milieu aquatique, l'eau, ou dans notre cas, Léa. Alors qu'un physicien absolutiste parlerait de la hauteur d'eau par rapport au fond. Les deux parlent bien de la même chose, mais le premier a, volontairement ou involontairement, perdu une part de l'information. Ces équations n'ont pas besoin d'un support explicite et sont plus simples, mais elles ne permettent pas de modéliser l'intégralité du problème. Il en est de même pour la mécanique quantique.
La boîte dans laquelle on place les formules est une vision à une échelle inférieure à l'échelle quantique, car on se placera en dessous de ce que les physiciens appellent la limite inférieure du principe d'indétermination, qu'on expliquera là aussi plus tard. Retenez simplement que l'EA est définie à l'échelle subquantique. Par exemple, un photon ou un électron est formé d'EA, et ce dernier ne peut donc plus être modélisé comme un point sans dimension, sauf à approximer le fluide qui le compose en le confondant en quelque sorte avec son centre d'inertie, et cette approximation nous redonnera la physique traditionnelle. Comme la boîte dans laquelle on placera les formules de la mécanique quantique et celle où on logera la relativité ou gravitation seront en fait une seule et même boîte, on aura un modèle unique, au prix d'un retournement conséquent sur l'interprétation des formules, mais qui a l'avantage de les rendre intuitives, réalistes et simulables. Pour le retournement au sens propre, afin d'avoir une intuition simplifiée du problème multidimensionnel, on va donner un exemple bidimensionnel. Reprenons notre bol d'eau et ses vagues. Vous pouvez par exemple jeter une goutte d'eau et observer les ondes qui s'éloignent de manière concentrique, ou en jeter deux et observer les motifs d'interférence. La question est alors, qu'est-ce que vous considérez comme étant votre goutte après l'impact ? Intuitivement, on aurait tendance à vouloir mettre du colorant dans les molécules d'eau et de les suivre à la trace, mais qu'en serait-il de l'énergie de la vague et de la petite vorticité qui s'est formée ? L'effet de votre goutte s'étend vite à tout le bol. On va adopter un point de vue qui consiste à oublier l'eau, dès lors que ces molécules sont considérées comme indiscernables. Tout ce qui nous intéresse est de pouvoir qualifier les types de dynamique et leur propagation. Indiscernable signifie que si vous échangez deux molécules identiques, donc essentiellement des molécules qui partagent une certaine symétrie dans leurs propriétés, la dynamique de la simulation fluide sera la même, éventuellement à une transformation près. Imaginez que l'onde ait rebondi sur les bords, ou ait été générée artificiellement, et revienne exactement reformer la goutte d'eau à la manière des gouttes dans un bol tibétain, un peu comme si la situation était parfaitement réversible et qu'il n'y avait eu aucune dissipation, aucun frottement ni échauffement. Il n'est pas évident pour notre intuition de faire abstraction de la viscosité dans un fluide. Vous pouvez aller voir des vidéos de fontaines d'hélium liquide pour vous en faire une idée. L'intuition des gouttes pseudo-réversibles du bol tibétain, si on en revient au modèle de l'EA qui n'a pas de surface libre, est remplacée par la possibilité de transformer de la rotation en dilation et réciproquement, un peu comme si en appuyant suffisamment fort de tous les côtés, vous pouviez créer un vortex dans le fluide. On proposera une expérience à faire soi-même, un peu litigieuse dans sa rigueur, mais où vous pourrez avoir une bonne intuition de ce phénomène, en utilisant d'une part l'inertie d'un volume suffisant d'eau, prévoyez au minimum une piscine de quelques milliers de litres, et le soleil comme moyen de caractérisation de l'apparition d'un vortex stable, car il sera si infime qu'il sera imperceptible à l'œil nu. Et sinon, pour ceux qui veulent des expériences à faire soi-même un peu plus précises, comme mesurer le quantum d'action, on donnera quelques liens, toujours malheureusement pour les francophiles, en général vers des ressources en anglais. Pour en revenir au modèle fluide, un tourbillon génère des ondes, appelées vortex sound ou bruit de vortex, donc il dissipe son moment ou énergie, car toute rotation correspond à une accélération. Mais dans des conditions particulières de résonance avec l'environnement ou d'autorésonance, il peut caricaturellement récupérer de l'énergie ondulatoire pour la convertir en rotation, ce qui donne l'apparence en moyenne d'un vorton pérenne qui ne dissipe pas son énergie. Poussé à l'extrême dans des conditions où la viscosité devient quasi nulle, autrement dit à l'échelle de l'EA, ce principe permettra d'expliquer ce qui cause la masse des particules, ou plus exactement des compositions de vortons, au travers d'un écart à la résonance, mais aussi l'existence d'un seuil de masse minimale qui s'applique en raison de la compétition, et donc de l'équilibre global entre les vortons, et du retournement lors de la cohabitation entre écoulement rotationnel et irrotationnel. Cet écart de moment permettra aussi d'expliquer la valeur du quantum d'action et de donner une interprétation réaliste à la notion de fonction d'onde. Pour ces raisons, on appellera ce principe qui consiste à expliquer la stabilité locale et les propriétés d'un vorton par l'existence de tous les autres vortons ailleurs dans l'univers à une certaine distance de causalité, le principe de Mach généralisé, ou équilibre global quasi-statique. Là encore, pas de panique, on consacrera une part importante du cours à bien disséquer chaque aspect de ce principe, car c'est le fondement même du modèle fluide, et il faudra d'abord bien comprendre les notions assez contre-intuitives de vortons développés et de vortons latents.
Mais tout comme pour le dilemme onde ou particule, la définition d'un superfluide ou fluide parfait pose problème. Dans ce modèle géométrique, il serait virtuellement parfait, c'est-à-dire que sa viscosité serait exactement nulle tant qu'il n'est pas le siège de différentiel de vitesse, ce qui est contradictoire puisque à l'instant où on souhaite le mettre en mouvement, il ne peut plus être considéré comme parfait, sinon on aurait une vitesse exactement infinie. La notion d'inertie dans ce fluide sera définie de manière récursive par rapport à la notion connue par le système, appelée au sens géométrique du terme le moment, mais qu'on va pour l'heure intuitivement résumer en relation durée-distance. On parlera plutôt de l'EA comme d'un hyperfluide, c'est-à-dire un fluide géométrique, ou plus exactement modélisable par la géométrie inertielle, et respectant à la lettre le principe de conservation. Il entre donc dans la catégorie des fluides parfaits au sens où il n'y a pas de dissipation dans l'absolu, mais les notions de masse, de viscosité, de gravité, etc. émergent naturellement de sa définition géométrique. Dans l'analogie qu'on fait avec l'eau, ce serait la contrainte de pouvoir démonter, entre guillemets, les molécules d'eau ou les atomes, et les décrire avec le même modèle que l'eau elle-même, façon poupée gigogne. En réalité, c'est plutôt la réciproque. On définit la plus petite échelle, l'échelle absolue qui n'a aucun effet inertiel, donc pas d'imbrication, et toutes les suivantes doivent s'en déduire jusqu'aux échelles cosmologiques. On comprend alors que pour modéliser géométriquement un tel hyperfluide, la récursivité, ou le fait de passer d'une échelle à l'autre, doit se faire strictement sans perte d'information, ou en langage informatique sans effet de bord, sinon on perd totalement le bénéfice de la réversibilité. Le simulateur de fluide dont dispose le système doit pour cela respecter à la lettre un principe fondamental de conservation globale lié à un principe local ou interne de variation. Ces concepts sont en principe assez évidents, et on retrouve ainsi un équivalent des maximes historiques vues en prologue. La subtilité sur laquelle on va passer plus de temps est cette espèce de double flèche qui simplifie légèrement la masse tensorielle vue en prologue en lui substituant un objet géométrique qui symbolise l'action inertielle en tant qu'inducteur ou en tant qu'induit. On va pour l'instant l'appeler commutateur inertiel et l'expliquer plus en détail plus tard. C'est par exemple ce mécanisme qui va nous permettre de fixer l'analogue d'une masse pour le photon et de compléter l'unification initiée par la théorie de l'onde pilote, un modèle qu'on présentera là aussi en détail avant de l'étendre. Comme exemple intuitif de ce qu'est un invariant lors d'une transformation, on peut imaginer une forme compliquée en pâte à modeler qu'on met en boule et qui représente grossièrement une transformation à volume constant. Réciproquement, si on part d'un volume donné de pâte à modeler pour faire une sculpture, la question pourrait être alors quelle forme et combien de formes peut-on réaliser avec cette unité donnée de pâte à modeler ? Précisons ici qu'on considère cette question sans les possibilités qui consistent à séparer la boule en morceaux. Pour le fluide de la géométrie inertielle, la grandeur conservée s'appelle le moment. On expliquera en détail ce que signifie ce concept, ses points communs et différences avec les notions éponymes de la physique traditionnelle. On a déjà parlé un peu de l'outil qui le manipule, le multislot. En première approche, on peut le voir comme une énergie orientée ou une relation espace-temps, et on verra comment il respecte le contrat de la conservation grâce à la notion d'inertie. La question précédente sur les formes possibles qu'on pourrait modeler devient ici: quelles sont toutes les structures qu'on peut construire en respectant la conservation du moment du fluide ? Et bien entendu, ces structures doivent correspondre aux particules de la physique traditionnelle. Le point crucial sera de définir les transformations de Vorton imbriquées sur plusieurs échelles. Intuitivement, c'est le problème de la modélisation de l'inertie d'un manège, dans un manège, etc. Autrement dit, un problème connu dans le milieu industriel comme celui de l'équilibrage des machines tournantes possédant un bas lourd, mais en version turbulence fluide. Si on résume l'état actuel de notre planning, on a d'un côté l'utilisateur final, dont la propriété est de pouvoir raisonner intuitivement et de se poser des questions en langage naturel. On a ensuite le système et ses connaissances basiques qu'il nous faudra compléter pour interagir convenablement avec lui. Puis une série de problèmes relativement simples qu'on vient de survoler, accompagnés d'un cortège de problèmes spécialisés et difficiles, autant à résoudre qu'à comprendre, sauf si vous êtes un physicien ou un mathématicien aguerri, surmonté d'un chapelet de problèmes encore plus difficiles, mais éventuellement plus simples à comprendre, le tout couronné de quelques problèmes insolubles pour le système au sens non décidable.
La liste n'est pas exhaustive, il y a autant de problèmes que de questions que vous pourriez poser au système, mais si on appuie sur le bouton Play sans avoir lu le manuel au préalable, les résultats risquent d'être déroutants, voire décevants. Plus sérieusement, on va faire un peu le ménage dans ce qui ressemble plus à une queue de marsupilami qu'à un attrayant cours de géométrie intuitive, et créer des boîtes pour classer les post-it. Si vous vous demandez à quoi sert tout ce qu'on a fait jusqu'ici et quel est le rapport avec le sujet, justement, on a déjà fait en quelque sorte, sans le remarquer, de la géométrie inertielle. On a affecté des poids, une inertie, à l'information qu'on va devoir traiter, afin de la manipuler plus facilement. Et la notion de classement, de classe ou de typage et de type sera le fondement de toute la procédure qu'on va suivre. En premier lieu, on fait une boîte pour les problèmes par définition insolubles. Le modèle fait l'impasse sur les questions du type « Pourquoi y a-t-il Léa plutôt que rien ?» ou « Pourquoi est-ce que l'unité vaut 1 ?» ou encore « Qu'est-ce que Léa ?» ou « Qu'est-ce que l'univers ?» Il faut être clair sur ce point, le modèle fluide ne prétend pas expliquer ce qu'est l'univers, mais uniquement comment il se comporte localement d'un point de vue formel. Le reste, adhérer ou non à l'interprétation fluide, est votre choix d'interprétation des formules, par analogie avec les formules des observations objectivement vérifiables qu'on côtoie à notre échelle macroscopique. Dans les vidéos à venir, je dirai souvent l'univers est fluide, compléter chaque occurrence par l'univers est fluide si on se place dans le modèle et qu'on accepte son hypothèse de base. D'autre part, la modélisation du modélisateur, ou autrement dit l'API de réflexion du système, serait un peu longue à expliquer maintenant. Cette problématique sera peut-être l'objet d'une autre série de vidéos en projet, intitulée « L'art de la cogitation artificielle ». On va tout de même en avoir besoin à minima car le postulat initial, l'univers est modélisable par un fluide inertiel, implique d'office que modéliser l'univers implique l'existence d'un modélisateur, ce qui implique à son tour que le modélisateur fasse partie du modèle, donc soit modélisable sans ajouter de verrue au modèle. On se référera dorénavant pour toute question relative à ce problème, à la dénomination problème de bootstrap. Comme expliqué en prologue, c'est une hypothèse dont on a besoin au début, et qu'on ne peut justifier qu'une fois arrivé à la fin en utilisant notamment la récursivité. On y reviendra bientôt en parlant de la classe Pulloff. Parenthèse sur la notion de classe. Le mot magique en géométrie inertielle, c'est type, ou plus généralement la notion de classification, et pour entrevoir le rapport avec ce qui précède, qu'on pourrait appeler la recherche de la méthode optimale de variation. Pour l'informaticien, c'est peu ou prou TypeScript, un langage de manipulation et de factorisation des types et de classes. Pour le physicien, ça pourrait être les notions de factorisation et de développement des unités et des formules. La classification des espèces au sens biologique nous servira le plus souvent de base pour les exemples intuitifs. D'une manière générale, c'est le fait de classer et de regrouper des concepts ou des entités pour optimiser leur manipulation et leur résolution, autrement dit ce que vous faites en permanence dès que vous utilisez le langage naturel, que vous faites le ménage, que vous préparez votre sac, que vous résolvez des équations, etc., etc. En clair, expliquer quelque chose au système, à l'heure actuelle, c'est demander à un informaticien d'écrire un petit bout de programme, du code TypeScript, qu'on appelle une classe, une interface ou un type, au choix selon le degré de précision. Fin de la parenthèse sur les classes. On peut ensuite élaguer les problèmes en regroupant ceux qui résultent sensiblement de la même question, et qu'il sera inutile d'aborder en double. Parmi ceux-là, il y a les différentes interprétations de la mécanique quantique, le problème de la mesure et son indétermination fondamentale, qui n'ont plus lieu d'être puisqu'on lui substitue un modèle de fluide déterministe à l'échelle subquantique, qui répond automatiquement à toutes les questions liées à ce sujet. On a déjà vu aussi que le problème de la catastrophe du vide et du gap de masse sont intrinsèquement compris dans la manière dont on va définir le fluide, et se résume à expliquer ce qu'on appellera le quasi-équilibre global ou principe de Mach généralisé, donc à répondre à la question « Qu'est-ce que le modèle fluide ?» Cette question regroupe aussi les postulats de la relativité, le plus connu étant que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante, qui seront eux aussi caduques par le fait qu'on expliquera la vitesse de la lumière par la vitesse d'écoulement et des vitesses des structures possibles dans le fluide. Pour la question numéro 4, définir toutes les géométries dont les géodésiques sont des droites, la réponse, une fois le postulat admis, est immédiate.
il n'y en a qu'une, c'est l'unique cas où les effets inertiels sont absents au sein de l'hyperfluide. Cette démarche ne satisfera certainement pas un mathématicien puisqu'il faut caricaturellement rétablir le 5e axiome d'Euclide. En effet, tout comme pour le problème du modélisateur, le mathématicien doit faire partie de l'univers, ce qui nous ramène au problème du bootstrap. Pour la question 23, on va tricher et la modifier de manière à ce qu'elle devienne une réponse, plus exactement la réponse à la question « Qu'est-ce que la géométrie inertielle ?» Enfin, la refonte de la question 6 nous permet de définir plus précisément le modèle fluide et ses différences avec la géométrie inertielle. Là aussi, les mathématiciens risquent de protester sur la rigueur de la voie empruntée et de la validation laissée à un système informatique, mais à terme, on n'est pas là pour faire plaisir aux mathématiciens, mais pour proposer un modèle candidat à l'unification des lois de la physique. En fait, ce qui nous permettra réellement de valider notre modèle ne sera pas le système, mais sera plutôt au final de l'utiliser pour calculer les paramètres du modèle traditionnel et les résultats compatibles avec les expériences. Ces 3 questions, ou plutôt définitions, forment le fil conducteur de l'exposé. Et on va dans les parties du sommaire à venir jeter un œil plus précis dans les boîtes restantes. Pour résumer, la géométrie inertielle est un modèle conceptuel qui peut manipuler tout, y compris des informations conceptuelles, et le modèle fluide est une application de la géométrie inertielle au domaine précis de la physique. Merci de votre attention. Je vous invite à faire une petite pause avant de passer à la seconde partie du sommaire.